En re-signant avec Mercedes au retour de l'été, il nous avait pourtant promis loyauté et fidélité en s'inspirant d'une autre étoile qui avait marqué la légende, à savoir Sir Stirling Moss. Avec un but, finir avec Mercedes, le constructeur qui l'a propulsé vers la légende. Mais hier, Lewis Hamilton nous a pris de court, nous a surtout extirpé de vacances bien méritées en annonçant son transfuge vers Ferrari pour 2025. S'il faudra attendre un an pour le voir enfiler la combinaison rouge, avec cette annonce, King Lewis a définitivement posé les bases d'une saison 2024 déjà excitante et sous haute tension, laissant les fans de Mercedes dans la stupeur et un spleen qui va maintenant durer 12 mois. Allez, c'est parti pour les pistonnés. Salut les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison des Pistonnés, c'est la 6e. Vous le voyez autour de nous, le décor a complètement changé, la DA aussi. Mais l'esprit, c'est promis, reste le même bien évidemment, avec Brice Germain aujourd'hui en plateau pour m'accompagner. Brice, c'est la première de l'année et cette première, elle arrive un petit peu plus tôt que prévu. Ouais, en même temps, on s'est un petit peu pris une clacasse hier quand même. Hein. Donc, bon, normal qu'on soit là, même si il nous manque un être quand même. Exactement. Hamza Rami, il n'est pas avec nous parce que la Coupe d'Afrique des Nations l'a tout simplement bloqué en studio, mais il reviendra bien évidemment pour le grand retour des Pistonnés dans cette saison 2024. Émission spéciale, Brice, aujourd'hui sur le transfuge justement, Lewis Hamilton qui arrive chez Ferrari pour la saison 2025. On va en parler tout au long de cette émission. On va essayer de débattre aussi également ensemble, savoir s'il a fait le bon choix, King Lewis. On regarde justement le sommaire ensemble. Les amis, on va essayer de répondre à ces 3 questions. Pourquoi Lewis quitte Mercedes ? Ça, c'est une question quand même très importante. 24 heures après les faits. Ferrari, est-ce le bon choix ? Est-ce le choix du roi pour King Lewis ? Et puis 2024, est-ce qu'elle s'annonce déjà comme une saison explosive ? Parce que, mine de rien, ça a allumé la mèche hier, cette grande annonce. Donc on va essayer de débattre autour de ce thème et essayer de répondre surtout à ces 3 questions. Tout de suite, le jingle, on lance le débat. C'est la bombe, c'est la grande annonce de la journée d'hier, 1er février. On pensait justement qu'il nous restait encore quelques jours pour préparer cette saison 2024, Brice. Et puis non, on s'est réveillé avec une flopée de tweets, beaucoup d'interrogations, des doutes. Et puis la chose s'est précisée tout au long de la journée. Lewis Hamilton, hier à 20h, a annoncé qu'il quittait Mercedes à l'issue de la saison 2024, qu'il s'engageait avec Ferrari pour la saison suivante en 2025. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi justement Lewis Hamilton quitte Ferrari. Regardez plutôt avec ce tableau chez vous. Il y a un timing déjà qui intrigue. On rappelle qu'il y a eu des discussions avec Ferrari et Red Bull l'année dernière en 2023 lorsque Lewis Hamilton n'avait pas encore prolongé son contrat avec Mercedes. Cette prolongation qui a été annoncée cet été avec un contrat à l'époque on disait de 2 ans, mais on a appris hier que c'était un 1+1, un an ferme plus une clause de sortie à la fin de la saison 2024. Ferrari a profité justement de cette clause de sortie, l'a levée et donc l'annonce hier du départ de Lewis Hamilton à un mois du début de la saison 2024. Dans le communiqué de Ferrari, on parlait d'un contrat pluriannuel à partir donc de 2025 et on a eu donc des infos, Formula 1 qui annonce ce matin un contrat de 100 millions d'euros par an, ce qui en ferait le pilote le mieux payé. Il repasse devant Max Verstappen en tout cas dans cette thématique, celle de l'oseille. Et puis le nouveau projet sportif, un nouveau projet sportif à 40 ans pour Lewis Hamilton après 2 années de disette sans gagner le moindre Grand Prix. Est-ce que c'est le signe, ce départ et cette annonce, que justement Lewis Hamilton ne croit plus au projet sportif de Mercedes? Est-ce qu'il y a eu des dissensions au niveau stratégique au sein de l'écurie allemande? On rappelle le cas de Loïc Serra, ingénieur ancien de chez Mercedes, passé chez Ferrari, qui serait intervenu justement dans ce deal. On rappelle que Loïc Serra était formellement opposé au concept sans ponton du côté de chez Mercedes. Et puis la dernière question, est-ce que Frédéric Vasseur, boss de la Scuderia Ferrari, a apporté des garanties pour 2026 ? Voilà à peu près tout le panel qu'on va essayer de traiter ensemble, mon cher Brice. Pourquoi Lewis Hamilton quitte Mercedes avec toutes les éventualités qu'on vient de déblayer? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas l'analyser comme un choix sportif habituel d'un autre pilote qui changerait d'écurie pour un nouveau défi, tel que nous le vend Toto Wolff. Lewis Hamilton, depuis des années, voire maintenant des dizaines d'années, est assez formel sur le fait qu'il souhaite réaliser sa carrière chez Mercedes et entièrement chez Mercedes, à l'image justement d'un Moss, et que sa famille, c'est Mercedes. Et jusqu'à encore récemment, il avait ce discours-là. Ce qui veut donc dire quand même que, et le timing précise un peu ça, qu'il a dû se passer quelque chose. En tout cas, l'ouverture d'esprit chez Lewis Hamilton de partir a dû se produire
en ayant visiblement une déception ou une frustration vis-à-vis de choses qui se passent chez Mercedes. Si je le prends dans ma lecture vis-à-vis de la chronologie des événements, il y a quelque chose qui s'est cassé à Abu Dhabi 2021, à mon avis. Pas entre Wolff et Hamilton, mais chez Hamilton lui-même. Et à mon avis aussi chez Mercedes, des deux côtés. Sauf que derrière, j'ai quand même le sentiment que ni en 2022, ni en 2023, ils ont réussi à réellement se serrer les coudes pour aller s'écouter ensemble vers le chemin de l'amélioration, de la progression et du fait de rattraper Red Bull. Et quand, justement, on n'écoute pas certains ingénieurs qui disent « Attention, on va dans la mauvaise direction », quand on n'écoute pas le pilote qui dit, le pilote 7 fois champion du monde, pas le pilote lambda, qui dit on ne va pas dans la bonne direction, que la piste prouve qu'ils ne vont pas dans la bonne direction, puisque pour n'importe quelle écurie, faire 3e c'est bien, pour Mercedes ça l'est pas du tout. Donc tout ce tas d'éléments-là a dû faire comprendre à Hamilton que soit il terminait sa carrière très dignement au final, avec Mercedes, mais avec des opportunités de victoire et des opportunités de se battre pour les places qui lui reviennent par rapport à son statut, on va dire, faible, soit il y avait cette opportunité peut-être de tenter quelque chose de nouveau avec une écurie qui, elle, a accepté la feuille blanche, C'est vrai. a accepté la reconstruction, a pris un nouveau directeur, a pris de nouveaux ingénieurs et qui ne veut surtout pas rater le virage 2026, en sachant qu'ils ont relativement bien pris le virage 2022, même si derrière Red Bull a été plus puissant. Mais aujourd'hui, Ferrari est dans une phase plus ascendante que Mercedes, si on prend les 10 dernières années. Donc, tout ça fait qu'à mon avis, Lewis Hamilton s'est vu une opportunité d'accentuer la légende par et pourquoi pas Ferrari. Je pense que ça aurait été une autre écurie dans la même situation, il n'aurait pas fait ce move-là. Mais là, c'est Ferrari. Et Ferrari, c'est une dernière page qui, même si elle n'est pas victorieuse, pourra venir accentuer l'histoire, le storytelling Lewis Hamilton. On se posera la question dans un deuxième temps, bien sûr, sur le choix de Lewis Hamilton. Est-ce que c'est le bon choix, justement, de rejoindre Ferrari? Mais on reste, bien sûr, focus sur ce divorce Lewis Hamilton-Mercedes. On regarde la première citation, la première déclaration de Lewis Hamilton, justement, après l'officialisation hier à 20h. J'ai passé 11 formidables années au sein de cette équipe et je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Mercedes fait partie de ma vie depuis que j'ai 13 ans. C'est un endroit où j'ai grandi, donc prendre la décision de partir a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais eu à prendre, mais le moment est venu pour moi de franchir cette étape et je suis impatient de relever un nouveau défi. Je serai à jamais reconnaissant pour le soutien incroyable de ma famille Mercedes, en particulier Toto Wolff pour son amitié et son leadership, et je veux terminer sur un thème haut ensemble. Brice, qu'est-ce qui a changé en 6 mois? Parce que toute l'année dernière, on a parlé des discussions entre Mercedes, entre Lewis, Hamilton. On a bien compris qu'il y avait des points qui achoppaient, peut-être question contractuelle, le fait que justement Lewis Hamilton puisse être libre à l'issue de cette saison 2024. Pourquoi rejoindre Ferrari? Pourquoi annoncer ce départ vers Ferrari 6 mois après avoir prolongé avec Mercedes? Et on le verra un petit peu plus loin. Après nous avoir dit qu'il allait finir sa carrière chez Mercedes. Qu'est-ce qui a pu changer là? Tu sais quoi? Il est monté dans le simulateur et il s'est rendu compte que la W15 n'était pas bonne. C'est l'arrivée, le retour tardif de James Allison qui lui met le doute en tête et il se dit Mercedes ne reviendra pas de sitôt au haut niveau. C'est des garanties, des promesses de Frédéric Vasseur. Est-ce que d'ailleurs on peut faire un lien entre son départ de McLaren et en 2013 et son départ de Ferrari, de Mercedes aujourd'hui? Disons 2012 pour le départ. Oui, 2012, t'as raison. Non, mais ça avait été officialisé avant. Mine de rien, ça aligne les timings. C'est-à-dire que, il l'avait fait en octobre, fin septembre ou début octobre à ce moment-là. Là, c'est vraiment un an avant. Je pense que le timing fait que la raison numéro 1 qui pourrait nous venir en esprit, parce qu'évidemment, Lewis nous a pas appelé en nous disant je suis parti pour ça. Mais la raison, si seulement. La raison numéro 1 qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est j'ai testé la W15, ça va pas du tout, et puis c'est pas prêt d'aller. Donc, la W14, il s'en est plaint très sérieusement en disant mais en fait, c'est pas mieux que l'année dernière, et pas du tout. Il a laissé le bénéfice du doute pendant un an en 2022. Au début 2023, il dit il faut qu'on change ce concept, Ils l'ont changé à Barcelone. Ça a eu une poudre aux yeux à Barcelone, où ils font double podium, Russell Hamilton, à Barcelone, et derrière, néant. Au point où Ferrari, elle, quand elle apporte ses updates au Canada et également, je crois, c'était au Japon,
revient sur Mercedes en fin de saison, où il termine de justesse. Je rappelle, à Abu Dhabi, c'est l'enjeu principal, la deuxième place au championnat constructeur. Il termine de justesse devant Ferrari, parce que Ferrari se plante en début de saison et n'arrive pas à régler son arrière. Donc, il n'y a pas d'amélioration entre 2022 et 2023. On change le concept sans ponton, qui était censé être l'origine de tous les maux. Il n'y a pas d'évolution particulière. On arrête le rebond. On nous disait toujours que le rebond, c'était le problème sur la Mercedes. On enlève le rebond. Ça ne change pas le problème. Le problème, il est structuré à la voiture et à la philosophie. Hamilton le dit depuis 2 ans. Hamilton ne se sent pas écouté depuis 2 ans. Il a laissé le bénéfice du doute à cette 3e monoplace sous l'ère 2022. Et je pense, mais encore une fois, c'est de la spéculation, mais qu'au vu du développement de la W15, arrivé en janvier, il s'est dit ça ira pas. En sachant que, depuis 6 mois, il doit préparer certainement un plan B, un plan de secours. Je pense que Ferrari n'est pas un plan A à la base. Au moment où il rencontre Fred Vasseur cet été à Saint-Tropez, il le rencontre pour sonder les éventualités, faire le jeu des négociations, peut-être aussi également avec Mercedes, parce qu'on rappelle que le papa de Lewis Hamilton... C'était avant la re-signature d'ailleurs, non ? Complètement, c'était avant la re-signature, et on rappelle que le papa de Lewis Hamilton aurait contacté par exemple Red Bull pendant cette période de négociation. C'est-à-dire que je discute avec un autre top team pour montrer à Mercedes qu'il y a de l'intérêt chez les autres et qu'ils sont prêts à m'offrir ce salaire-là. Et ça veut donc dire qu'à ce moment-là, il y a un manque d'écoute des doléances de Lewis Hamilton de la part de Mercedes, et qu'à partir de ce moment-là, il se dit « Ok, je ne partirai pas pour partir, mais je ne resterai pas pour rester. Donc, je vais m'octroyer ces solutions sur le marché, je vais sonder le marché. Fred Vasseur, qui de mieux pour sonder le marché, quand tu sais d'où il vient, tout ça. En plus de ça, tu as des transfuges qui arrivent chez Ferrari, et Red Bull, c'est totalement bloqué. Donc, à partir de là, il donne certainement, encore une fois, un accord de principe si jamais il décide de quitter Mercedes. Mais je pense que la décision d'aller chez Ferrari n'est pas la décision première. La décision première, c'est la décision de quitter Mercedes. Et au moment où il la quitte, il a déjà son plan. Mais quitter Mercedes, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être dû à ce qui se passe depuis début 2022 et une sorte de deadline qu'il a dû se fixer à lui-même en disant on va tester après le bouncing, on va tester avec tous les réglages extrêmes, comme il a fait en 2022. Il s'est laissé battre par Russell. Sacrifié pour l'équipe. On va se laisser le concept sans ponton et on va se laisser 2 ans après pour voir, en ayant testé tout ça, si la W15 va bien. Si au simulateur là, il rencontre les mêmes problèmes et que ce n'est pas un rail comme pouvait l'être la W9, 10, 11 à l'époque, est-ce qu'on vraiment sur un simulateur on peut se rendre compte si une voiture est bonne ou pas? Moi j'ai quand même du mal à y croire. Selon Mercedes, oui. Puisque on regarde que les logiciels. On le rappelle, quand Valtteri Bottas ramenait des connaissances de la piste, on lui disait non, l'ordinateur dit l'inverse de ce que tu dis. Donc on va suivre l'ordinateur. La Formule 1 existe depuis avant les ordinateurs et les grands pilotes existaient aussi depuis avant les ordinateurs, et là ils ont peut-être perdu leurs grands pilotes à cause des ordinateurs, parce qu'on l'évoquera dans l'avenir de Mercedes, mais si jamais ils comptent sur les ordinateurs et pas le retour technique quand ils auront des pilotes moins expérimentés, c'est-à-dire Russell est peut-être un rookie ou Russell est peut-être un mec qui ne connaît pas la Mercedes, ça va être encore plus compliqué d'aller dans le bon sens s'ils n'écoutent pas leur pilote. Exactement. Si surtout les ordinateurs ne disent pas la vérité. On va avancer un petit peu toujours sur cette question de Mercedes. Mercedes perd quand même l'un de ses plus grands ambassadeurs de marque, ambassadeur sportif bien évidemment, un sportif, Lewis Hamilton, et on le voit notamment avec ses statistiques. Mercedes l'a accompagné à travers le projet McLaren Mercedes, bien sûr dans ses jeunes années, dans le financement de sa carrière, dans son arrivée en Formule 1, dans son premier titre en 2008, et puis derrière il y a eu ce transfuge, 2013 l'arrivée chez Mercedes, et cette hégémonie qui a commencé en 2014 avec notamment 6 titres glanés et 82 victoires. C'est quand même des statistiques qui sont assez incroyables. Mercedes perd donc son plus grand ambassadeur. Est-ce qu'on s'en doutait du côté de chez Mercedes? Regardez cette citation qu'on a exhumée justement de Toto Wolff, elle date d'il y a tout simplement 11 mois, le 17 mars 2023, Toto Wolff dit « Si on n'est pas capable de donner à Lewis une bonne voiture, alors il regardera ailleurs. Je ne pense pas qu'il parte cette saison, donc en 2023, mais je ne pourrais pas venir me plaindre si cela arrive dans 1 an. » C'est-à-dire qu'en interne, on a accepté quand même de re-signer ce contrat avec cette clause de sortie au bout d'1 an,
tout en sachant que Lewis Hamilton viendrait mettre la pression. Et comme fait Red Bull avec Verstappen, si on n'est pas dans le top 3 du championnat du monde, tu as le droit de partir. D'ailleurs de dire, de toute façon, ça sert à rien qu'on t'ait si au final on n'est pas capable de donner la voiture qu'il faut pour. Cette déclaration-là, elle doit forcément émaner de discussions internes qu'il y a eu entre Hamilton et Wolff en disant ça va pas ce qu'on fait là, je vais pas rester en fait si ça continue. S'il dit ça à la presse, c'est qu'il a bien conscience que le fait de conserver Lewis Hamilton, peu importe le salaire qu'il va lui donner, ne sera pas possible si la voiture n'est pas en mesure de lutter, ne serait-ce que de lutter et pas de dominer. On ne dit pas que Hamilton est une diva qui est en train de demander une voiture qui gagne automatiquement, juste à la lutte. Et cette voiture, la W13, 14 et 14B, n'étaient pas à la lutte. Elles l'ont été dans de rares relais, à Austin à un moment donné, à Silverstone en 2022. De manière épisodique au Brésil, phénomène. À la rigueur, mais ça se compte en morceaux de demi-course, limite. Et ça, c'est pas possible quand tu as Lewis Hamilton, et surtout que tu le payes 50 millions par an. Tu dois fournir cette voiture-là. Maintenant qu'ils ont avoué qu'ils ne l'ont pas, que Lewis Hamilton a avoué qu'il était frustré, au final, ce qu'on dit par rapport à ce timing qui viendrait du fait que la W15 serait pas partie sur de bons rails. Après, encore une fois, ça se trouve, elle l'est et on se trompe. Il y aura que la piste qui sera le juge pour ça. Mais ça corrobore quand même cette idée de Lewis s'en va parce que la voiture n'est pas au niveau. Encore une fois, je ne pense pas que Ferrari était dans ses plans de carrière et que ça fait des années qu'il attend l'opportunité. L'opportunité, je pense qu'il l'a eu largement dans le passé pour le faire. Ça fait 10 ans que c'est un serpent de mer, Lewis Hamilton chez Ferrari. Il a 40 ans. S'il voulait vraiment gagner des titres avec Ferrari, que c'était un objectif de carrière, il l'aurait fait avant. Il l'aurait pas fait à 40 ans. Quoique Fernando Alonso nous montre bien que... Et peut-être que ça a pu jouer aussi. Complètement. Parce que Lewis Hamilton disait qu'il ne prendrait pas sa retraite à 40 ans. Tout à fait. Il le disait Margot Lafitte en 2016, je crois, ou 2017. C'est pas si loin que ça. Je pense qu'à mon avis, voir la performance actuelle de Fernando Alonso lui fait dire oh, mais attends, j'ai peut-être encore des trucs à glaner, je suis peut-être pas tant sur la fin que ça. Donc, et j'ai pas fini mon histoire avec la Formule 1. J'ai pas fini mon histoire avec la Formule 1, notamment, mais visiblement avec Mercedes, oui, je n'ai plus Ron Dennis, qui était mon papa dans la Formule 1. Mercedes ne m'écoute plus. Et je n'ai plus Niki Lauda. Je n'ai plus Niki Lauda qui l'a fait venir. Complètement. Et Lewis Hamilton, on a beau dire ce qu'on veut en termes de calculateur qu'il peut être sur la piste, parce que c'est un métronome froid sur la piste, ça reste quand même dans les relations humaines quelqu'un d'assez romantique. Et la figure paternelle toujours très très importante. On disait que Toto Wolff était plus son ami que son père. Lauda avait repris cette figure tutélaire et paternelle. Quelle figure rejoint-il maintenant ? Frédéric Vasseur. Si ça, c'est pas une figure paternelle, c'est le Ron Dennis français. Complètement. Et l'homme avec lequel aussi également, parce que ça c'est une petite parenthèse qu'on peut faire, mais on l'a appris nous il y a quelques mois, lorsque Lewis Hamilton était chez ART, notamment en F2, Lewis Hamilton avait des soucis familiaux à l'époque, et on sait que Frédéric Vasseur et l'écurie ART ont beaucoup compté dans le microcosme Hamilton, que ce soit le papa, le frère, la maman et donc Lewis. Et peut-être qu'il y a ce besoin de retourner un petit peu dans un cocon, de retrouver ce cocon-là. Ça peut être une explication. Lewis Hamilton, il nous a fait quand même une déclaration assez lunaire. Je replace le contexte. On était à ce moment-là en plein printemps, en pleine négociation avec Mercedes. Et on a bien compris à ce moment-là que la durée du contrat posait problème. Regardez ce qu'il a dit. C'est une citation qui a été exhumée par l'excellent site Next Gen Auto. Citation qui date du mois de mai 2023. « Je ne veux pas rester ici une année de plus. Je veux rester plus longtemps. » Il parlait de Mercedes à l'époque. « J'ai commencé chez McLaren. J'aime à penser que je ferai toujours partie de la famille McLaren. J'y suis entré à l'âge de 13 ans. Alors j'ai pensé à ce que cela ressemblerait si je revenais chez eux. J'ai pensé aux pilotes Ferrari, je les ai regardés sur les écrans, sur les circuits, et bien sûr, vous vous demandez ce que ce serait justement d'être en rouge. Mais ensuite, je vais dans mon équipe, chez Mercedes, c'est ma maison. Je suis heureux là où je suis, je n'ai pas encore signé de contrat, mais nous y travaillons. Vous voyez ce qui est écrit ici, il montre alors à ce moment-là un tatouage, loyauté. Bien sûr, cela aurait été bien de courir pour Ferrari au cours de ma carrière, mais les choses arrivent pour des raisons spécifiques. Mercedes est ma famille, je serai toujours un pilote Mercedes, tout comme Stirling Moss. Voilà pourquoi je n'ai jamais roulé pour Ferrari. Brice, est-ce qu'on peut croire à 3 hypothèses ? 1, l'argent.
parce qu'on sait que les négociations entre Mercedes et Lewis Hamilton ont porté sur l'argent, que l'avant-dernier contrat qu'il avait signé, Daimler tremblait pendant le Covid à l'idée de lui donner plus de 50 millions d'euros par saison. Là, il en toucherait potentiellement 100 avec Ferrari. L'idée du nouveau projet, l'idée aussi peut-être qu'il n'avait pas eu la durée de contrat qu'il voulait avec Mercedes. L'idée peut-être que Mercedes souhaite imposer le leadership de George Russell. Est-ce que tous ces éléments-là peuvent aussi expliquer le choix pris hier par Lewis Hamilton ? Oui, mais je pense quand même que l'argument principal reste la performance, pour moi. Le fait qu'il n'ait pas un contrat de plusieurs années aussi, on l'avait vu avec Fernando Alonso, hein, c'est ce qui avait causé son départ d'Alpine. L'argent... Alors après, je suis pas dans sa situation. Et tout bad d'ailleurs, mais est-ce que quand tu gagnes 50 millions d'euros par an, tu as réellement envie de gagner 100 ? Je suis peut-être naïf, hein, mais je ne sais pas si ça change quelque chose. Peut-être qu'il voulait redevenir le pilote numéro 1 en termes de salaire. Mais alors vraiment, quand tu as la carrière de Lewis Hamilton, pour moi, c'est des broutilles. Ça, je suis peut-être très con. C'est très un détail naïf, de l'histoire, tu veux dire ? Mais oui, j'aurais pas utilisé cette expression-là. Non, c'est vrai que c'est pas la meilleure. Mais... je sais pas, je pense pas que ce soit réellement une question de pognon de la part d'Hamilton. Après, une proposition flatteuse de la part de John Elkann en disant tu seras le mieux payé et tu vas venir écrire ta légende chez Ferrari. Encore une fois, je suis peut-être très romantique, mais je pense que le storytelling a plus d'importance là-dedans. Même si toi, par exemple, tu peux le trouver un peu malheureux. Moi, je trouve ce story. Alors, c'est marrant parce que sur la journée, justement, dans la journée d'hier, à chaud, j'étais super hypé parce que je me disais c'est une opportunité incroyable pour nous, créateurs de contenu, pour la Formule 1, pour le sport, et on va y revenir un petit peu plus loin, un peu plus tard. Ce matin, en me réveillant, j'étais un peu gêné du coup par le storytelling de l'homme qui, c'est comme si. J'abuse un peu, mais c'est comme si Francesco Totti avait quitté la Roma à 40 ans pour s'engager avec l'Inter Milan ou le Milan AC, quoi, quelque part. Tu vois, est-ce que ce storytelling-là n'est pas un petit peu brisé ? On le verra un petit peu plus loin dans la troisième partie, mais alors, je comprends le fan de Mercedes qui ce matin s'estime par exemple trahi. Tu vois. Je le comprends aussi. Voilà. Maintenant, et c'est une question de vision de là où on place la légende, est-ce que tu places autre chose qu'une écurie dans la légende de la Formule 1 ? Non, Ferrari est au-dessus de tout. Tous les pilotes rêvent d'enfiler cette combinaison rouge. En fait, complètement. Vraiment, ce move... Mais c'est ça qui m'excitait hier, tu vois. C'était comme tu l'as très bien dit. La déclaration de Vettel. Ouais. Tout le monde, même en secret, est fan de Ferrari. Et il le dit lui. Il dit, les voitures rouges, il les regarde être en rouge dans la voiture rouge. Et il a dit une phrase un jour qui révèle tout, qui dit « J'ai des Ferrari chez moi, mais je n'ai pas la Ferrari F1. Quand tu es content de ce que tu as, tu ne dis pas ce que tu n'as pas. Complètement. Et en l'occurrence, après, il y a plein de gens qui ne doivent pas aimer Ferrari, c'est pas une question. Mais en attendant, on te propose le baquet à un moment où en fait, tu n'as plus d'histoire à écrire ailleurs. En soi, c'est déjà fait. C'est vrai. Tu vois, lui, il a déjà été très fidèle. Hein, s'il y a effectivement eu les 4, 5, 6 propositions par Ferrari de le faire signer, il a déjà été très très fidèle. Hein. Il est resté 17 ans, 17 ans dans la maison. Mais il y y a des gens qui te diront, lorsque McLaren s'est retrouvé en difficulté, Lewis Hamilton est parti. Lorsque Mercedes se retrouve en difficulté, Lewis Hamilton part. Et ça ne corrobore pas avec la communication de Lewis Hamilton. C'est peut-être la partie, moi, qui m'énerve un petit peu chez Lewis Hamilton. C'est ce côté consensuel, comme on vient de le lire sur cette déclaration qu'il n'était pas obligé de faire au mois de mai dernier. Je trouve que, du coup, dans le storytelling de Lewis Hamilton, ce départ fait un petit peu tâche. À l'heure actuelle, s'il va chercher le 8e titre avec Ferrari, encore une fois, chose, que dira-t-on de Charles Leclerc s'il fait toute sa carrière chez Ferrari en voyant d'autres lui gagner ses titres ? Il n'a rien gagné lui-même, les titres qu'il aurait pu gagner s'il avait fait des moves intelligents. Regarde Carlos Sainz, qui se serait attendu à ce qu'il soit chez Ferrari un jour au vu de son début de carrière. Ce sont des choix politiques qui l'ont amené à une place qui aujourd'hui lui permettent de jouer la victoire. Mais Lewis Hamilton est un tel emblème pour Mercedes. C'est ça. Regarde, mais si Lewis Hamilton n'avait pas quitté McLaren, bien sûr, il aurait fait McLaren Honda. Et il serait tombé dans les méandres du bas-fond du classement avec Stoffel Van Dorn. Exactement. Donc, Lewis Hamilton a écrit sa légende par ses choix aussi. Ça c'est sûr. Il a pas quitté. C'est le plus beau move de l'histoire de la Formule 1. Je veux dire. J'aurais pas cette prétention parce que je vais pas aller dans les détails des 60, 70, 50. Pour moi, le move est beaucoup plus avisé que celui de Michael Schumacher, qui a été un véritable bâtisseur. Lorsque Lewis Hamilton arrive chez Mercedes, il y a ce V6 turbo. Voilà, c'est ça. Il y a ce V6 turbo. Il ne le sait peut-être pas à l'époque, même si on a dû lui en parler au moment de signer. Il y a ce V6 turbo qui est déjà dans les bacs. Quoi. C'est aussi en ça que le move aujourd'hui peut être excitant. C'est que Lewis Hamilton est
Par exemple, si tu prends la carrière d'Alonso, il a fait 6 écuries en 20 ans. En 17 saisons, Hamilton, il en a fait 2. Il va faire sa 3e écurie maintenant à 40 ans, ce qui est complètement fou. Complètement fou. Mais le double d'Alonso. C'est quand même un mec qui est plutôt fidèle sur ses écuries. Et à chaque fois qu'il a fait un move, enfin il en a fait un de toute façon, il a été, mais pas payant, il a été banger en fait. Donc ça l'a fait rentrer dans la légende. Moi, on peut le dire. S'il se barre de chez Mercedes après 11 années de collaboration pour Ferrari, je te dis pas, ils peuvent pas lui filer des garanties parce que dans tous les cas, Ferrari n'est pas au sommet de base, donc eux-mêmes ne savent pas. Et ils n'ont pas tant le droit de bosser sur le concept de 2026 tout de suite. C'est vrai. Enfin, dans les faits, dans le règlement. Oui, alors Maranello est coutumier du fait de lire le règlement, de le prendre et de le foutre à la cheminée. Mais, pour pas dire autre chose, parce que j'avais vraiment une expression en tête. Mais je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et alors, aussi bien on se fera contredire, hein, mais je vois pas Lewis Hamilton partir à l'aveuglette. La seule chose qui pourrait me dire qu'il part à l'aveuglette, c'est peut-être parce que c'est Ferrari et que du coup, allez, c'est bon, j'ai réalisé le big boss final, j'ai mis la combi rouge, je ne serai plus hué par les fans de la Scuderia. J'attends de voir quand même quand tu vois certains débordements dans le football italien, j'attends quand même. J'attends de voir Monza effectivement comment ça va se passer. Et j'espère vraiment que ça va pas se passer comme on pourrait l'imaginer. Mais je sais pas. Pour moi, c'est annonciateur de quelque chose. C'est une fumée qui indique un feu qui pourrait être bénéfique quand même pour Ferrari. Si Hamilton vient, c'est qu'il y a quand même un baromètre positif dans l'évolution de Ferrari. On va en parler tout de suite du choix Ferrari, juste pour boucler. Fin d'histoire donc, entre Lewis Hamilton et Mercedes. On a parlé de cet historique, le soutien de Mercedes à McLaren qui a lui-même soutenu bien sûr la jeune carrière de Lewis Hamilton. N'oublions jamais non plus que lorsque Lewis Hamilton s'est engagé dans des combats sociétaux, Mercedes a quand même acté quelque chose de fou dans son histoire, c'est changer ses couleurs, retirer ce gris anthracite qui faisait partie de l'histoire avec ce storytelling incroyable. D'un jour, on a retiré la peinture pour alléger la voiture et aller plus vite et on est tombé sur ce gris. On avait repeint cette voiture en noir lorsque justement Lewis Hamilton s'est engagé dans ce combat Black Lives Matter. Et on l'avait remis en 2023 après l'avoir enlevé. Exactement. C'est quand même fou. Quand même fou ce lien Mercedes-Lewis Hamilton. C'est fou de se dire aussi également que Lewis Hamilton quitte à 40 ans, à 39 ans, 40 ans, cette équipe Mercedes. Et je comprends qu'il y a des gens qui sont un peu gênés du coup par le storytelling. Et ça va être un peu particulier. Je pense que Lewis Hamilton, il va arriver dans une structure où clairement il n'est pas au-dessus de la structure. Hein. Clairement. Et puis les Italiens, ils vont s'en moquer de ce genre de truc. Hein. Complètement. Donc là, le cheval est plus gros que lui. Bah justement, on en parle tout de suite du choix du roi. Est-ce que le King Lewis a réalisé le choix du roi ? C'est la deuxième partie de cette émission Brice. On regarde tout de suite le petit tableau pour rappeler un petit peu les faits. Il faut se dire quand même que pour Ferrari, c'est un énorme coup sportif, un énorme coup business. Le pilote le plus titré en featuring avec l'écurie la plus prolifique. 17 ans que la Scuderia Ferrari attend un titre pilote. Il ne viendra pas seul chez Ferrari. On imagine comme lorsque Michael Schumacher avait quitté Benetton pour rejoindre justement la Scuderia. Sans doute que quelques ingénieurs vont accompagner Lewis Hamilton. Frédéric Vasseur qui marque aussi avec ce coup-là son empreinte sur le nouveau projet de la Scuderia Ferrari. Et puis d'un point de vue business, je vous donnais ce petit exemple. L'action Ferrari à la bourse a quand même pris 10% en une journée. C'est 4 milliards. Hein. C'est juste 4 milliards. Donc voilà, quelque chose de très intéressant. Peuvent-ils retrouver les sommets ensemble ? C'est une question difficile bien sûr à répondre parce qu'on n'a pas d'Almanach des sports. Est-ce qu'il prend un risque en rejoignant Ferrari pour son image, pour le storytelling ? On a commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce que l'association avec Charles Leclerc peut-elle fonctionner ? Peut-il aller chercher ce 8e titre ? Ça, je pense qu'on n'aura pas la réponse. Et surtout, peut-il revivre le même game changer qu'il avait connu justement avec Mercedes ? J'ai mis en 2014, il est arrivé en 2013, mais le game changer, c'est l'intronisation du V6 hybride que maîtrisait parfaitement, qu'avait pensé même Mercedes depuis 4 ans pour la suite. Pour t'aider à répondre à tout ça, est-ce qu'il prend un risque ?
Jenson Button, qui a fait une petite déclaration. Jenson Button, c'était hier, il a réagi à chaud. Le champion du monde 2009 qui nous dit « C'est énorme pour le sport, c'est génial pour la F1, c'est très difficile d'effectuer un tel changement dans votre carrière alors que vous êtes dans une écurie depuis si longtemps, de sauter soudainement dans l'équipe de quelqu'un d'autre. C'est dur, alors respect envers Lewis, c'est un dur à cuire. Pour Lewis, c'est une décision courageuse et j'ai beaucoup de respect envers lui car il ne va pas simplement dans une autre écurie, il va chez Ferrari, il va dans une équipe où il parle italien, une langue qu'il ne connaît pas et que Charles connaît très bien. Ça, c'est un gros problème. Est-ce qu'il prend un risque à aller chez Ferrari? Est-ce que Ferrari prend un risque à prendre Lewis Hamilton et à l'associer avec Charles Leclerc? Quand tu as 103 victoires et 7 titres, il n'y a plus trop de risques. Même pour la fin de l'histoire? Quand tu prends par exemple le cas Michael Schumacher, le retour chez Mercedes, parce qu'il avait commencé bien sûr en endurance. C'est un barreau d'honneur. Hein. C'était un barreau d'honneur. Sur le moment, savait pas. Enfin, à la fin, quand il prend sa deuxième retraite, on n'avait pas dit que son passage chez Mercedes avait marqué l'histoire. On ne savait pas qu'il préparait l'arme de guerre qu'allait servir à Lewis Hamilton et Nico Rosberg derrière. En fait, hier, j'étais beaucoup plus alarmiste que ça sur la fin de carrière de Lewis Hamilton, mais en même temps. Tu prends Fernando Alonso, est-ce que les mieux c'est fin de carrière quoi. En fait, il est en fin de carrière depuis 2014 à ce moment-là, tu vois. Je pense plus qu'il prenne un risque parce que, s'il y a un truc sur lequel il prend un risque, mais en fait, si ça réussit, il fait taire ceux qui disent que c'était que la voiture. Tu vas me dire, il y aura la voiture qui va jouer dans tous les cas, hein, mais il fera taire le fait que la voiture s'est faite pour lui, ça machin et tout, parce que Charles Leclerc ne sera pas numéro 2. Hein. Il y aura pas de numéro 2. Il n'y aura pas de numéro 1. Il n'y aura pas de numéro 2, pas de numéro 1, et ce sera très clair, je pense, pour tout le monde. Après, la piste dira peut-être autre chose, mais s'il gagne, bah voilà, il accentue ça. S'il ne gagne pas, il sera dans la lignée de ce que d'autres grands pilotes ont fait, même si évidemment, du coup, ça va le banaliser, le normaliser de pas gagner, mais en même temps, Vettel, il avait 4 titres et il pourchassait Schumacher. Alonso, il avait 2 titres et partait pour pourchasser aussi Schumacher. Là, il est à 7. Et en fait, s'il va chez Ferrari, c'est pas un choix pour accentuer sa carrière, mais parce qu'il est dans l'impasse avec Mercedes. Donc, qui tente autre chose, au contraire. Tu penses pas que ça rentre en ligne de compte le fait de se dire si je soulève ce 8e titre avec Ferrari, là définitivement on pourra entre guillemets plus mégoter sur la notion de GOAT, même si dans les pistonnets on déteste cette notion-là. Oui, mais s'il le gagne pas, est-ce qu'on va décroître sa légende? Tout dépend de l'impression. S'il se fait battre par Charles Leclerc, c'est ça. S'il se fait battre par Charles Leclerc, est-ce que ça va pas écorner justement l'image de l'immense champion qu'il est? Si ça se passe mal, n'oublions jamais, tu l'as dit, Ferrari est une institution particulière. Alain Prost s'y est cassé les dents, par exemple. Imagine un passage Lewis Hamilton à la façon d'un Alain Prost, ça pourrait être compliqué. Fernando Alonso, ça s'est très mal terminé. Vettel a été complètement ratiboisé par son expérience Ferrari. Mais par exemple, tu vois, Alonso en sort moins cassé que Vettel, et Prost en sort moins cassé que Vettel. Parce que les deux... Ils ont rebondi derrière. Oui, et ils y ont laissé le côté « ça marchait pas ». Entre nous, ça marchait pas. Vettel, il y a laissé son âme, quoi. Ouais, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, ça marchait très bien. C'est juste qu'en fait, le fait de ne pas y arriver ensemble l'a fait décroître. Et les deux, en fait, sont entrés dans une spirale. C'est ça qui a déclassé Vettel. Mais au final, Alonso, c'est juste qu'il a foutu le bordel dans l'écurie. Et Prost, c'est juste qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche et qu'il a dit votre voiture, c'est de la merde. Donc, c'est pas la même situation. Hamilton, est-ce qu'il va se laisser... En fait, la fin de carrière, elle sera moche si on a une fin de carrière à la Raikkonen, si on a une fin de carrière à la Bottas. Si on a des fins on aura du mal à imaginer parce que l'implication de Lewis Hamilton est quand même... Mais même une fin de carrière à la Vettel. On a eu 5 Grands Prix à la fin de saison 2022 où on s'est dit, Vettel, putain, pourquoi il part? Mais sinon, le reste du temps, c'était, allez, il faut partir à la retraite là. Parce qu'il n'y avait plus de rien. Il n'y avait plus l'âme. Là, s'il arrive avec l'âme, je ne pense pas qu'il y ait de soucis à se faire sur la manière dont Lewis Hamilton va gérer cette écurie. Par contre, il y a un point que tu as évoqué. S'il se fait battre par Charles Leclerc de façon régulière, alors sur un certain temps, parce qu'il va falloir s'habituer, Charles, ça fera 8 saisons qu'il est chez Ferrari, et la voiture, en tout cas la première, sera faite par rapport à lui. Donc, il va bien falloir penser à ça.
Et c'est pour ça que moi, le côté politique me fait un petit peu peur pour Lewis Hamilton. Il a toujours été habitué. Il arrive à McLaren, c'était l'enfant, tu l'as dit, de Ron Dennis, soutenu par l'académie de McLaren. On le met à côté d'un double champion du monde sortant, Fernando Alonso. Ron Dennis et toute l'équipe, justement, privilégie la solution Lewis Hamilton, qui débutait seulement en Formule 1. Il part chez Mercedes, c'est le fils spirituel de Niki Lauda, qui n'hésitait pas à lui mettre des taloches quand il y avait accrochage avec Nico Rosberg. Comme un bon père à l'ancienne. C'était le patron de cette écurie. On l'a dit, Mercedes a repeint sa voiture pour Lewis Hamilton. C'est la preuve quand même que c'était le patron, et d'autant plus post-2016. Il a fallu du temps pour que... D'autant plus post-2016. Là, il quitte donc le cocon, ses cocons, pour aller chez Ferrari, dont on sait que le fils spirituel de Ferrari, c'est Charles Leclerc, qui, on parlait d'ailleurs lors de la renégociation de la prolongation de contrat de Charles Leclerc, on disait que le projet Ferrari serait tout autour de Charles Leclerc. Vraisemblablement, ça ne sera pas complètement le cas. Mais en tout cas, Charles Leclerc, politiquement, c'est lui le boss chez Ferrari. Ça va être compliqué quand même, cette situation pour Lewis Hamilton, dans une écurie qui ne fonctionne différemment que les écuries anglo-saxonnes aussi. C'est une autre culture. Après, ça peut être à la fois quelque chose de rafraîchissant pour l'homme et le pilote, mais pour le pilote, ça peut être quelque chose aussi d'un peu déroutant. Caractériellement parlant, je pense que Charles Leclerc et Lewis Hamilton, il n'y aura pas trop de soucis, à mon avis. Après, tu vas me dire, il a réussi à faire de son meilleur pote son meilleur ennemi en l'espace d'une saison. C'est vrai. Donc, quelque part, il peut y avoir des soucis avec tout le monde. S'ils ont en voiture pour gagner, il y aura des soucis, c'est une certitude. Moi, je pense que Frédéric Vasseur, on le connaît, son line-up favori. C'est un pilote de préférence champion d'expérience avec un jeune. Il a fait quoi chez Alfa Romeo? Raikkonen, Giovinazzi. C'est ça. Bottas, Juan Nujo. Alors, quand tu es chez Ferrari, l'expérimenté, ça doit être du calibre. Et le jeune, ça doit être du calibre aussi. Pour le moment, il applique ça. Je pense que peut-être dans un coin de la tête de Fred Vasseur, il y a un côté, Charles, tu es dans ton canapé en charentaise, à la maison, et tu n'as pas assez grandi comme Max Verstappen a pu le faire, via des coups de Martinet, des coups de Marco, mais ça, voilà. Et pas que. Aujourd'hui, tu as affaire à Carlos que dès que tu as une voiture pour jouer le titre, tu t'en défais facilement. Quand tu n'as pas une voiture pour jouer le titre, tu surpilotes, tu t'énerves, tu essayes de faire les choses bien, mais au final, tu as moins la motivation. Il le dit lui-même, hein, ça se voit. Hein. Un Charles Leclerc qui joue la gagne versus un Charles Leclerc qui joue la 5e place, c'est pas les mêmes. Hein. Vraiment, en pilotage, c'est flagrant. Tu as regardé début 2022, c'est une folie. Là, maintenant, à côté de lui, c'est pas le même type de loup dans la bergerie. Hein. Carlos Sainz, c'était un chien qui jouait avec lui à la baballe. Là, il y a un loup de Game of Thrones qui se pointe et qui va te bouffer à la moindre incartade. Donc j'aime autant te dire que je pense que c'est aussi un moyen pour Charles Leclerc de grandir, d'avoir Hamilton. Complètement. Parce que les conseils de ce mec-là, personnellement, je paye 500 000 balles à la masterclass pour les écouter, je pense. Et de deux, Charles Leclerc joue gros avec cette association. Il peut pas se permettre. Lui qui est vendu comme un prodige, comme un crack, comme celui qui doit défier Max Verstappen au titre de champion du monde dans la génération future. S'il se fait battre par Lewis Hamilton, 40 ans, qui vient là pour un nouveau défi frais et dont la voiture n'est pas faite pour lui à la base, le camouflet, il est énorme. Donc, Lewis Hamilton a beaucoup moins à perdre que Charles Leclerc sur ce move-là. Oui, donc, Lewis Hamilton, il vient conduire la voiture de légende de l'histoire du sport automobile pour tenter, pourquoi pas peut-être, d'aller chercher un 8e titre mondial. À côté de ça, il y a un mec qui est protégé par un pays qui s'appelle l'Italie, protégé par une presse qui s'appelle la Gazzetta, protégé par une institution qui s'appelle Ferrari et qui, du coup, évite tous les coups, alors que, pourtant, des erreurs, il y en a. Si un Lewis Hamilton se pointe dans la maison et révèle au grand jour que, en fait, c'est pas si dingue que ça, Charles Leclerc, la cote, elle s'en va. Et il nous fait une Ricciardo. Donc, moi, je ne pense pas qu'Hamilton risque grand-chose. Chez Ferrari, à l'heure actuelle, c'est Charles Leclerc qu'il va falloir gérer. Exactement. Quand on prend l'histoire de Ferrari, c'est... J'ai pas de souvenir comme ça qu'on ait associé un champion du monde avec un jeune qui soit promis à devenir champion du monde. Schumacher, Massa. Oui, si t'as raison. Oui, c'est vrai. Schumacher, Massa. Ouais, c'est vrai. Mais Schumacher sachant était déjà là. C'est ça. Et c'était le patron. Voilà, c'est pas le petit qui était déjà là. Oui, complètement. Et puis Schumacher a milité pour avoir Massa à l'époque. C'est vrai.
parce qu'ils s'entendaient très très bien avec Felipe Massa. Mais non. Mais là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que le choix de Ferrari, le choix surtout de Frédéric Vasseur, est complètement cohérent par rapport à tout ce qu'il a pu notamment nous expliquer et toutes les failles qu'on a pu voir chez Ferrari. Tu l'as très bien dit. Lorsqu'on l'a rencontré au Castellet, il avait dit un champion d'expérience avec un jeune promis à un bel avenir qui a les dents qui rayent le parquet. On a tout à fait ce profil-là avec ce line-up pour 2025. On a beaucoup parlé des erreurs de Charles Leclerc. On a beaucoup parlé de ce qu'il fallait gommer, de ce qui lui manquait pour arriver au niveau. Est-ce que Lewis Hamilton peut être la figure tutélaire de Charles Leclerc comme Niki Lauda l'a été par exemple avec un certain Laprost, hein, ça peut être le cas. Maintenant, c'est vrai que moi je pense quand même qu'il y a un mini risque pour Lewis Hamilton, le risque justement de sortir de sa zone de confort et d'aller dans une écurie qui fonctionne diamétralement à l'opposé de ce qu'il a pu connaître par le passé. Peut-être que la culture italienne peut lui faire du bien, de lui donner un second souffle. On le voit chez des sportifs qui changent de pays, qui changent de pays, et ça peut faire du bien. Mais à côté de ça, pour moi, il rentre dans la maison de Charles Leclerc et ce sera forcément la cohabitation. Je pense que puisque c'est Frédéric Vasseur qui a mis le plan sur la table, la cohabitation avec le caractère qu'on connaît de Frédéric Vasseur, il pourra tenir son association. Si la voiture est performante, malheureusement, l'association, forcément, il y aura des frictions et on n'attend que ça quelque part en tant que passionné de Formule 1 et observateur. Le caractère italien de Ferrari et du coup cette différence de philosophie entre ce que peut ramener Hamilton de 11 ans chez Mercedes avec Ferrari, je pense très sincèrement que quand Hamilton va se pointer, il y a quand même pas mal de monde qui va se mettre au carreau. Et que c'est ce qu'il est censé insuffler, apporter. Et je pense que Vasseur a 12 mois pour faire comprendre. Mais après, tu as la différence de culture. Des anglo-saxons ne seront jamais des Italiens et inversement. Oui, mais après, on l'a bien vu quand on était dans le paddock, quand tu voyais ne serait-ce que l'organisation de chacun des box entre Ferrari et les Anglais. Rien à voir. C'était quand même très. Rien à voir. C'était très, 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 très différent. Mais si Vasseur a aussi 12 mois pour faire venir les bonnes personnes au bon endroit, que les interlocuteurs de Lewis Hamilton lui dégagent une impression de sérieux et de rigueur. Et ça va aider Ferrari d'avoir Lewis Hamilton. Si tu veux attirer les meilleurs ingénieurs. Il y a zéro débat. Aujourd'hui, le Ferrari, grâce à ce move, devient, je pense, l'écurie, pas favorite pour 2026, mais l'écurie qui me projette le plus d'attentes parce que, encore une fois, la partie émergée de l'iceberg, c'est la signature de Lewis Hamilton. La partie immergée de l'iceberg, c'est ce qu'a fait signer Hamilton. Tout à fait. Le départ de chez Mercedes, que j'ai dit dans un premier temps. Et s'il choisit Ferrari, c'est certes pour la légende, mais je n'imagine pas qu'il n'y ait pas 3-4 dessins de voiture et 3-4 informations qu'on lui a pas mis sous le nez quand même. Et j'allais dire, c'est une théorie aujourd'hui. On verra si elle se vérifie. Est-ce que, justement, quand tu te rappelles de ce transfuge de McLaren vers Mercedes, où on lui avait dit, regarde, il y a ce V6 hybride qui est là, c'est nous qui l'avons conçu, il n'y a que nous qui savons comment il fonctionne. Il fait un bruit dégueulasse, mais... Il fait un bruit dégueulasse, mais t'inquiète pas, il va te faire gagner des titres. Là, à ce moment-là, il avait joué justement le côté un peu game changer. Est-ce que là, justement, il se dit pas, bon, j'ai plus l'espoir dans le projet sportif aujourd'hui de Mercedes. Est-ce que justement, avec l'expérience que j'ai eue avant, game changer, je pars chez Ferrari et puis avec un discours bien lissé de Frédéric Vasseur qui lui dit, tu sais, on prépare un moteur pour 2026, ça va être quelque chose, etc., etc., puis, etc. On oublie souvent un truc avec le move de Mercedes en 2012-2013, c'est que Lewis Hamilton était assez fatigué d'être un peu infantilisé de la part de McLaren et d'avoir... parce que pour le coup, McLaren, c'était autre chose encore en termes de rigueur. Je me rappelle que Fernando Alonso, sa crinière, elle est tombée. Au moment où il est arrivé chez McLaren, c'était opaque, militaire, et Ron Dennis, je me tente de dire que ça déconnait zéro. Hamilton est arrivé à 27 ans, 28 au début 2013, chez Mercedes. Et 2014, 2015, 2016, d'un coup d'un seul, tu t'es mis à voir Lewis Hamilton à la Fashion Week, Lewis Hamilton sort avec Rihanna, ça machin. C'était même un peu trop, moi. Jusqu'à fin 2016, c'était même un peu trop. Lewis Hamilton fait des stories Snapchat à la Barbade. Non, mais même en conférence de presse, en interview. Il a signé chez Mercedes aussi à un moment donné où il a demandé à Mercedes de le sortir et d'avoir une liberté de s'épanouir parce que voilà, il était un grand pilote pour faire ce qu'il voulait, machin et tout. Et développer son image parce qu'il n'est pas que pilote. Lewis Hamilton, c'est un personnage qui dépasse sa Formule 1. De mode, ça machin et tout. Peut-être qu'aujourd'hui, la manière dont ça se passe avec Mercedes, c'est plus comme il le souhaite, et que la manière dont Fred Vasseur voit les choses chez Ferrari aussi, c'est de dire, écoute,
on va être honnête entre nous, on dira la vérité quand ça va pas, on dira la vérité quand ça va, et on sort de ce politique, machin et tout. Tu mènes les combats que tu veux, tu es ambassadeur Ferrari, tu représentes Ferrari, et à côté de ça, nous, on se dit les choses, il n'y aura pas de langue de bois, tu me connais, tu veux mettre Fred Vasseur, tu vois. Enfin, je suis quand même sûr qu'il est capable d'arriver derrière Hamilton et de lui faire comme ça, et de lui mettre une calotte en rigolant, comme ça. Enfin, je suis en train de le décrire comme un beauf, mais c'est juste que c'est un mec naturel en fait plutôt, mais que j'admire d'arriver à être naturel à ce niveau-là de compétition. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a une philosophie qui correspond plus à Lewis Hamilton maintenant dans l'état d'esprit de Fred Vasseur, et que je pense pas que ça va mal se passer. Eh ben écoute, on aura l'occasion de regarder ça. Juste la petite ouverture qui va nous emmener vers notre émission preview. On se retrouvera d'ailleurs avec Hamza ici même sur ce plateau pour vous proposer une preview de très très grande qualité avant le début de cette saison 2024. Il y a quand même des conséquences parce que tout ce dont on parle, là on se projette sur 2025. 2025 c'est très loin. C'est difficile de répondre bien sûr à toutes les questions. Par contre, il y aura des conséquences aussi sur 2024. Est-ce que c'est pas l'annonce d'une saison explosive, feu de l'amour, en faisant fi justement de l'aspect sportif, même si Red Bull venait à poutrer toute la concurrence. Les tensions, parler Max Verstappen. Non mais tu vois les tensions déjà chez Mercedes et Ferrari. Hamilton va être écarté du développement et des discussions chez Mercedes. Wolff ne sait pas encore ce qu'il compte faire. Wolff ne sait pas encore. Mais t'imagines partir chez Ferrari avec tout le savoir et toutes les infos. Il a déclaré qu'il savait pas ce qu'il devait lui dire ou pas. D'accord. Et que justement, va falloir qu'on avance avec Lewis, qu'on travaille avec Lewis, mais en même temps. Gentiment, en fait, George va devoir prendre le lead, quoi. Notamment en termes de développement. Clairement. Est-ce que George Russell, justement, va pouvoir assumer ce leadership dont on a parlé ? Est-ce que Carlos Sainz va-t-il jouer pour l'équipe aussi du côté de chez Ferrari ? Il est libre, Carlos Sainz. Il va falloir qu'il se montre, il va falloir qu'il montre son potentiel. Est-ce que là, justement, il va rester Team Spirit ? Quid d'une bataille Ferrari-Mercedes au championnat des constructeurs ? Soyons fous, pour un titre mondial ou même pour la deuxième place, comme ça a été le cas l'année dernière. Et puis, tout cet événement lance quand même la silly season. Qui pourra remplacer Hamilton chez Mercedes ? Quand est-ce que cette annonce arrivera ? Où ira Carlos Sainz ? On rappelle qu'il y a 12 pilotes en fin de contrat en 2024. Ça va être le début des chaises musicales. Très rapidement, parce qu'on doit conclure, il nous reste un petit peu moins de 5 minutes, Brice. Ça va mettre énormément de tension quand même, cette information qui sort à une semaine de la présentation de la Mercedes. En fait, c'est le Capla qui fait tomber la tour de Capla, quoi. Mais d'habitude, ça a toujours été Alonso qui a fait ça. C'est la mauvaise habitude. C'est les grands, souvent. Ouais. À une époque, c'était Kimi aussi, quand il était... Schumacher avait fait tomber Kimi. Oui, ça va être le bordel. Ça va être le bordel, mais ça va être le bordel pour notre plus grand plaisir, parce que ça va animer cette saison qui, on va pas se le cacher, à moins d'un développement malade de McLaren, parce que pour le moment, il y a l'air d'y avoir que McLaren qui était en posture de dire on a commencé à comprendre ce qui se passe réellement. Ferrari, oui aussi, mais 4 mois de retard sur McLaren. Donc, à moins que McLaren nous ponde une voiture qui rivalise avec la Red Bull en début de saison et que Piastri et Norris peuvent jouer avec Perez et Verstappen, on risque d'avoir quand même un 2023 bis sur certains aspects. Parce qu'il ne faut pas croire que le fait qu'il soit revenu en fin de saison fait que c'est juste que Red Bull s'est concentré sur 2024. Donc, a priori, ça va être compliqué. Mais oui, dans le sens où Lewis Hamilton a fait tomber ce cap-là qui, derrière, ouvre une place chez Mercedes, qui donc du coup ouvrira une place ailleurs, sauf si elle est directement barrée par Kimi Antonelli. C'est la seule solution qui barrerait le jeu de chaise musicale. Mais Toto Wolff en parle en disant oui, c'est possible, machin et tout. Je ne vois absolument pas Mercedes foutre un gamin. À moins qu'il écrase la saison de F2 cette année, quoi. Oui, mais pas chez Mercedes. Enfin, Mercedes n'a jamais fait ça. Ils ont fait rôtir George Russell 3 ans chez Williams. Et quand ils l'ont fait monter chez Mercedes, il y avait encore des gens qui disaient ouais, c'est un peu tôt, machin et tout. Non, attends, Kimi Antonelli, s'ils le font monter directement, c'est radicalement opposé à la philosophie Mercedes. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit ils font monter Kimi Antonelli là. En fait, c'est le choix le plus logique et en même temps le plus improbable de la part de Mercedes. Soit ils font un switch avec Sainz aussi. Oui. Potentiellement. Possible. Mais alors, c'est du deal très court terme, je pense. En même temps, ça convient souvent à Sainz. Il ne fait jamais plus de 3 ans. Donc, a priori, ça peut le faire. Ça peut rappeler le Schumacher chez Ferrari, Alesi chez Benetton à l'époque, par exemple. Ouais. Hors de ces deux solutions-là, chez Alesi Berger. Tu as la solution Albon, qui pour moi est la plus Mercedes. Albon Ocon, qui peut être une solution, on va dire, de transition en laissant le temps à Antonelli. Ouais, mais alors. Puisque c'est un peu du même profil, les deux garçons. Si tu ne prends pas Albon, tu libères pas le baquet Williams. Oui. Pour Antonelli. C'est vrai. Baquet qui t'appartient, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est plus compliqué. Après, tu as peut-être un baquet Aston que tu peux libérer pour mettre
mettre un pilote. Mais si tu libères un baquet Alpine, est-ce qu'ils vont lui faire 2 fois le coup à mettre Antonelli chez Alpine? Quoique Alpine, si jamais Antonelli est fort, ils vont peut-être bien le vouloir. Ça leur fera une vengeance de Piastri, tu vas me dire. Et il y a des bonnes relations entre Mercedes et Alpine. Le cas Mick Schumacher, le cas Esteban de Ocon. par Gwen Lagru, de par Toto Wolff, etc., etc. Et de par Esteban Ocon, qui est un mec qui n'a jamais fait une crasse à personne. Tout à fait. À part en piste, paraît-il. Ouais, alors si ça pour la blague, bien sûr. Pour tous nos amis espagnols et mexicains qui nous regardent. Tu lis les médias mexicains, c'est ce que j'allais dire. Los Pistonados, ça parle. C'est Hamza Ramani qui m'oblige. Mais je vous invite à regarder les médias espagnols sur Esteban Ocon. Vous avez l'impression que c'est Yuji Ide en termes de talent. Yuji Ide 6 courses en 2006 pour ceux qui savent. Mais du coup, oui, après, ça va ouvrir un jeu de chaises où, effectivement, s'il n'y a pas un transfert direct Antonelli Mercedes ou Sainz Mercedes, la moitié de la grille va bouger. Et cette moitié de grille bougeant, sachant qu'en plus, on peut penser à une retraite de Bottas, par exemple. Complètement. Il y en a des mecs qui peuvent aller à la retraite. Hein. Fernando Alonso, lui, il est en milieu de carrière. Non, mais il a une option avec Aston Martin pour 2025. C'est pas lui qui la lève, c'est Aston Martin. D'après les derniers bruits qu'on aurait. Donc, c'est-à-dire qu'il sera en fin de contrat à la fin de sa saison 2024. Je les invite quand même à regarder le classement de cette année. Alonso chez Mercedes, s'il maintient ce niveau de performance, tu crois pas que ça peut rentrer dans la tête de Toto Wolff? Le marketing est important aussi. Maintenant que Lewis s'est barré. Mais attends, maintenant que Lewis s'est barré, même Verstappen chez Mercedes. Mais oui, mais j'allais te le dire. Mais j'allais te le dire. La Red Bull est pas bien. Hein, c'est ce que j'allais te dire. Il a un contrat jusqu'à 2028-29, Max Verstappen. Il a dit qu'il voulait terminer avec Red Bull. On n'oubliera pas qu'avant la saison 2021, l'éclat de Lewis. Ouais, voilà. avant la saison 2021, on rappelle aussi que Toto Wolff en avait fait le digne successeur de Lewis Hamilton le jour où Lewis allait quitter Mercedes. Donc et puis dans les saisons où justement il y a cette clause de contrat de Verstappen où il doit terminer au-dessus d'un certain niveau, sinon la Red Bull n'est pas assez forte et il peut casser le contrat, ça parlait avec Mercedes. Donc, je vais même te dire qu'au moment où Verstappen remplace Kvyat en 2016 dans la Red Bull, on promeut du côté de chez Red Bull Max Verstappen plus vite que prévu parce qu'il y a déjà des discussions avec Mercedes à l'époque et un petit peu aussi également avec Ferrari. Jos Verstappen, c'est Vero Rabiot. C'est la même. Un peu plus punchy. Sans mauvaise blague, bien sûr. Moins sandales. Sur cette histoire de silly season, je crois qu'on va en parler toute la saison. Tant que Mercedes, en tout cas, ne fera pas d'annonce, on est d'accord que Mercedes va prendre son temps, Brice, va voir ce qui va se passer en 2023. En tout cas, ils n'ont aucune raison de se presser. Complètement. Et je serais eux, je ne le ferais pas. Je pense qu'il faut qu'ils regardent la saison d'Antonelli déjà. Au moins jusqu'à Monza, parce que les 3 mois de pause, machin. Avant Abu Dhabi. Je pense qu'il faut qu'ils regardent la manière dont certains pilotes évoluent en 2024 avec leurs écuries. Mais très sincèrement, je pense qu'ils prendront un mec qui est déjà présent sur le plateau et qui est un bon rapport qualité-prix, on va dire, et également un bon rapport pour George Russell. Et c'est pour ça que moi, mon favori, c'est Albon. Parce que George Russell, il n'est pas fini. On s'est compris. En tant que grand champion, bien sûr. Oui, comme Leclerc à ce moment-là. Mais il a encore besoin de s'affirmer. Polo, d'ailleurs, oui, mais justement, je me suis dit, j'ai entendu en régie que ça se marrait, et je me suis dit, mais est-ce que j'ai réellement dit une dinguerie ou pas? Non. Vous me comprenez, il n'est pas encore fini dans ce côté tueur, parce que chez Mercedes, il va falloir un tueur. Et là, on a des apprentis tueurs. Donc, il va falloir ne pas trop le mettre en danger, George Russell, parce que c'est quand même le projet. C'est le gros projet Mercedes. C'est le seul pilote, si on enlève McLaren, Mercedes, issu de la firme Mercedes, qui est arrivé là et qui va gagner des grands prix, en soi, pour le moment. T'as Ocon à la rigueur, mais bon, dans cette position... Oui, ils sont moins impliqués sur Ocon que sur Russell. Oui, voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas mis Ocon à la place de Bottas. Complètement. Donc, il va falloir mettre quelqu'un où Russell va s'entendre avec lui et qui va pas faire d'ombre à Russell, en sachant que le but, je pense, pas le secret des dieux, mais bon, a priori c'est ça, Russell doit faire l'upskill de devenir le numéro 1 absolu de Mercedes. Le jour où, si jamais le plan marche comme prévu, Antonelli arrive chez Mercedes. Et là, du coup, ils auront fait leur transition. Je pense qu'ils voulaient la faire de façon beaucoup plus smooth et d'avoir le temps de faire les choses et que Lewis parte au moment où Russell est prêt à assumer ça. Et Antonelli est prêt à prendre le baquet. Force est de constater qu'ils sont 2 dans l'histoire, Mercedes et Hamilton, et qu'Hamilton, il a mis le compte à rebours, et le compte à rebours,
il va s'éteindre au soir d'Abu Dhabi 2024. Exactement. Ça va être une saison absolument incroyable, les amis. J'espère que vous êtes contents déjà de cette première vidéo. On est enfin de retour, ça y est. Ça faisait plaisir de parler Formule 1 avec toi, mon Brice. On remercie Polo et Tom, bien sûr, en régie. FT Sport, c'est pour la chaîne, bien sûr, qui va vous accompagner, qui va accueillir les pistonnés pour une 6e saison consécutive. Alors, on vous attend en rendez-vous. Vous nous dites en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Et le pilote pour remplacer Hamilton. Moi, j'aimerais savoir. Ah bah alors, dites-nous en commentaire, exactement, Voilà. t'as raison. Dites-nous en commentaire quel pilote vous voyez pour remplacer Lewis Hamilton Marcus Winkelhock, ce sera en mon 2025. C'est pour toi. Et Un Grand Prix en 2007. Et pourquoi pas Un Grand Prix. après ce qui s'est passé hier, maintenant, on peut, voilà, on se dit que tout peut arriver. Le en pauvre tout cas. d'avoir 50 piges. N'oubliez pas bien sûr l'abo sur FT Sport, c'est très 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 important, nouveau projet. On espère faire décoller la fusée des pistonnets dans cette année 2024. On vous dit à très très vite. On revient en tout cas avec Hamza Ramani en plateau, Brice Germain comme d'habitude. Et toujours pour parler Formule 1, votre sport préféré. Salut les amis.